Donc bonjour à tous. On est très content d'être là pour vous présenter sur quoi on travaille chez Ouest France aujourd'hui. Donc je me présente, Cédric Gézéquel. Donc je suis lead tech dans l'équipe valorisation des contenus chez Ouest France. Et moi je m'appelle Victor Klotzer, je suis data scientist chez ingénieur IA chez Ouest France. Donc aujourd'hui on va vous parler d'un des sujets qu'on traite en ce moment. Donc, qui est le RAG, donc qu'est-ce que c'est, et comment qu'on peut l'appliquer finalement au domaine des médias. Alors, voilà comment va se structurer notre présentation. Donc tout d'abord, on va faire une petite présentation de l'historique finalement de l'IA et des Large Language Models, qui sont la base des RAG. Donc on va voir finalement d'où proviennent ces technologies-là et vers quoi elles vont tendre. Ensuite, on rentrera un peu plus dans les détails de ce qu'est un RAG, donc un Retrieval Augmented Generation. Quelle est son architecture, quels sont ses points forts, ses points faibles. Ensuite, on vous fera une petite présentation de nos RAG qu'on a développés chez Ouest France. Donc ça sera des présentations de cas d'usage et d'implémentation. Donc je te laisse la parole, Victor, pour la petite histoire. Le but du jeu, c'est pas de faire un cours théorique sur l'IA, c'est juste de remettre un peu le contexte et puis d'aller vers les LLM. Donc les LLM, c'est le modèle de langue qui vont nous intéresser ici pour le système de RAG qu'on vous présentera ensuite. Donc l'IA, petite risque chronologique. L'IA, ça fait quelque temps que ça existe en réalité. Ça a été vraiment développé mathématiquement au milieu du XXe siècle. On a les premiers modèles mathématiques qui apparaissent à ce moment-là, et puis on a aussi le premier réseau de neurones. Avec Frank Rosenblatt, le premier perceptron, qui est créé là en 1957. Donc là, on a déjà les concepts principaux de l'IA, mais à cette époque-là, on n'avait pas encore les puissances de calcul, en gros les GPU, et donc tous ces modèles mathématiques, aussi beaux soient-ils, on ne pouvait pas en faire grand-chose. Donc il y a eu des phases qu'on a appelées le premier, le deuxième hiver, donc toute cette période-là de années 70 jusqu'à 2000, où il ne s'est pas passé grand-chose en termes de deep learning, donc les réseaux de neurones. Mais n'empêche, il y a quand même eu des petits essais. On peut par exemple parler d'Elisa. Alors ça, je sais pas si ça parle à des gens, mais c'était un des premiers chatbots un peu qui a été créé. Il n'était pas franchement intelligent. Tout ce qu'il faisait, c'est qu'il reformulait ce que la personne disait sous la forme d'une question. Grosso modo, on rajoutait un quel devant et puis un point d'interrogation à la fin. Et donc ça donnait l'impression d'une espèce d'interaction avec une machine. Et il y a à l'époque déjà des gens qui étaient un peu addicts à Elisa, qui avaient l'impression de réellement pouvoir régler leurs problèmes en parlant à cette machine-là. Et puis dans la suite, donc l'IA a continué de se développer. Un phénomène marquant, Deep Blue, ça doit parler à un certain nombre de personnes. C'est la première fois qu'on a vraiment une machine qui est capable de battre un humain sur un domaine bien précis. Là, en l'occurrence, c'est le jeu des échecs. Et donc on a Deep Blue qui va battre Kasparov, le champion mondial à cette époque-là. Ça, c'est une IA qui est assez simple aussi en réalité, parce que le jeu des échecs, on peut le décrire complètement. On peut lister toutes les parties qui existent. Et donc, finalement, la machine, tout ce qu'elle avait besoin de faire, là, l'ordinateur, il stockait toutes les parties possibles. Et puis, en fonction de ce que faisait son adversaire, il avait juste à choisir la bonne partie pour réussir à faire match nul ou même à gagner, quoi. Donc, on était encore sur un truc assez exhaustif. On arrivait vraiment à décrire le problème en entier. Comme je disais tout à l'heure, 2000, arrivée des GPU, et là, on peut commencer vraiment à faire des gros calculs matriciels qui se trouvent derrière l'IA moderne qu'on utilise aujourd'hui, le deep learning. Et c'est comme ça qu'on arrive avec des trucs de plus en plus intéressants. On a une interaction de plus en plus forte et on arrive à résoudre des problèmes. Alors toujours ciblés, on est juste sur un domaine. Une IA, ça s'intéresse à un domaine. On n'a pas encore d'IA qui sait faire plein de choses différentes. Mais bon, on arrive à faire une IA qui est très forte sur son jeu ou sur sa tâche. Et alors là, par exemple, on a AlphaGo en 2016. Pour le coup, c'est un jeu qui semble similaire aux échecs. On a juste ces histoires c'est une espèce de jeu de dames asiatique. On a donc juste des pions noirs et des pions blancs. Mais il se trouve que les combinaisons de jeux du jeu de Go, sont bien plus importantes que le nombre d'atomes dans l'univers. Donc là, pour le coup, il n'y a pas moyen de décrire toutes les parties possibles. Il faut trouver une espèce de stratégie. Si on veut une machine qui peut battre un humain, il faut que la machine elle apprenne une forme de stratégie. Et ça, c'est quelque chose qui a été fait avec AlphaGo et puis AlphaGo Zero, qui était une machine qui s'entraînait sur elle-même. Et en viennent après les nouveaux modèles de réseaux de neurones, les transformers, qui sont la base d'un paquet d'IA aujourd'hui. Et donc GPT notamment, alors le T de GPT veut dire Transformers, Generative Pre-trained Transformers, donc est un des dérivés ou un des descendants de cette lignée des Transformers. Alors, un modèle de langue, on va s'intéresser à cela, un modèle d'IA.
le seul truc qu'il sait faire, c'est prédire le texte le plus probable. Il n'a aucune notion de mémoire, il n'a pas vraiment de connaissances, pas à proprement parler. Par contre, ce qu'il sait faire, c'est il prend en entrée un certain texte. Donc là, par exemple, le petit maître Jedi vert de Star Wars s'appelle, et il va essayer de produire le texte qui est le plus probable derrière ce texte en entrée. Et donc, on va voir là, par exemple, il pourrait y avoir Yoda, Hulk, GPT, et on a une probabilité associée à chacun de ces possibles prédictions de texte, et on va utiliser la prédiction qui est la plus probable. Et c'est comme ça qu'on génère du texte, c'est comme ça que GPT, grosso modo, fonctionne. Mais donc là, on a vraiment un modèle qui n'a pas de compréhension fondamentale de la langue. Tout ce qu'il sait faire, c'est prédire le texte le plus probable. C'est là-dessus qu'il a été entraîné, et ça, il le fait à merveille. Donc, LLM, alors ça parle à tout le monde, Large Language Model, c'est juste un réseau de neurones grand. C'est la principale force de ces réseaux de neurones. Vous voyez sur la frise là-haut, là, l'évolution de la taille des paramètres, ça doit parler à un paquet de gens, ça aussi. Mais on a complètement explosé le nombre de paramètres. Et c'est l'explosion de ce nombre de paramètres qui fait qu'on a une impression de performance, ou qu'on a une réelle interaction qui est de plus en plus intéressante avec ces modèles-là. Et on arrive effectivement à avoir des modèles qui arrivent très bien à reproduire un style de langue, qui parlent différentes langues, qui ne font plus de fautes d'orthographe, qui ont des phrases tout à fait françaises. Mais ça ne reste qu'une génération de texte. Il n'y a pas forcément de notion de compréhension, de sens, de mémoire, de reconnaissance d'identité, je ne sais pas rien. C'est vraiment juste du texte qui est produit. J'y reviendrai juste après de ça. Mais donc là, pour la taille des modèles, BERT, qui est en 2019, je crois, c'était déjà considéré comme un mastodonte à l'époque. Aujourd'hui, avec GPT, alors c'est pas du tout à l'échelle, mais c'est juste pour montrer que ça a grossi de manière énorme. Et c'est ce grossissement qui fait qu'on a des performances assez incroyables aujourd'hui. Et ça, c'est juste lié finalement à l'évolution des GPU notamment. C'est une des bases principales de ces gros réseaux. Donc, un LLM, c'est un moteur de langue. Et donc là, une première distinction qu'on peut faire, c'est que entre un chatbot, ChatGPT, et GPT, c'est bien deux trucs différents. GPT, c'est un modèle donc qui génère de la langue, mais c'est tout. A priori, il n'y a pas de conversation, il n'y a pas d'interaction réellement avec ça. Le chatbot qu'on met au-dessus, on peut voir ça un peu comme l'illustration ici, une voiture, qui va utiliser un moteur de langue pour avancer. Donc on va voir la conversation, le fait de pouvoir rebondir sur les messages précédents de la conversation. Tout ça, c'est parce qu'on va redonner cette information-là dans le moteur, mais le moteur en lui-même ne fait que faire à chaque fois la même chose. On lui donne un texte en entrée et il pond le message qui suit. Il n'a aucune idée, lui, qu'il y a eu une conversation avant ou après. Il ne réapprend pas d'ailleurs pendant la conversation non plus. C'est vraiment cette idée d'un moteur qui sert à faire fonctionner un système plus global. Donc il faut avoir conscience de ça, que pour utiliser un LLM, il faut le mettre dans un système plus intéressant, pour créer une interaction, là par exemple. Et donc, un peu dans ce sens-là, on a d'autres limitations des LLM. La première, c'est, alors ça vous en avez entendu parler, ce qu'on appelle les hallucinations. En réalité, c'est ce que j'essaie de vous expliquer depuis le début un peu, c'est qu'on ne peut pas vraiment parler d'hallucination. Si on prend l'exemple là en bas, pourquoi les œufs de chèvre sont-ils plus gros que les œufs de lapin? Alors on sait tous que des œufs de chèvre, ça n'existe pas, mais lui, il n'a pas de notion de qu'est-ce que c'est un œuf de chèvre. Tout ce qu'il sait faire, c'est écrire du texte qui ressemble à du texte humain. Et il va le faire très bien. Il va expliquer que les œufs de chèvre sont plus gros parce que les chèvres sont plus grosses, et que, par conséquent, les ovaires des chèvres sont plus gros et peuvent produire des œufs plus gros que ceux des lapins. Donc la phrase est grammaticalement bonne, sémantiquement c'est bon, il n'y a pas de faute, le style peut être même sympa, mais ça n'a pas de sens. Donc là, il faut avoir conscience que c'est juste un modèle qui pond du texte et pas qui a de connaissances, pas à proprement parler. Donc une autre limitation de ces gros modèles de langue type GPT, c'est qu'ils ne sont pas spécifiques à un domaine bien particulier. Donc nous, typiquement chez Ouest France, nos articles de Ouest France, des contenus locaux, ou alors de la documentation technique dans une entreprise, ou on peut imaginer plein de sous-domaines finalement qui n'ont pas été gérés par une espèce de un modèle global qui connaît toute la langue, mais pas toutes les petites particularités d'une langue. Si vous prenez un philosophe et que vous demandez à un philosophe d'écrire une dissertation, il le fera mieux que GPT. Parce que lui, il est bien plus spécifique sur son domaine. GPT, il va faire un truc tout à fait correct, mais moyen, c'est un élève moyen. Il n'y a pas d'information récente. Alors ça, c'est pareil, c'est cette idée que un modèle type GPT est statique. Il a été entraîné sur une quantité de données pas possible. Ça, il arrive très bien à refaire quelque chose qui ressemble à toutes les données qu'il a vues en entrée, mais il n'a pas d'informations sur ce sur quoi il n'a pas été nourri. Donc par exemple, si vous lui demandez quelque chose là sur la coupe d'Europe, il ne sait pas répondre parce qu'il a été entraîné sur des données qui vont jusqu'à 2023, quelque chose comme ça. Donc il ne faut pas attendre de lui non plus qu'il ait une quelconque information fiable sur cet événement-là.
Et puis donc, comme j'essaie de le dire aussi, ça n'a pas de vraie mémoire. Alors, si on lui donne la phrase en entrée, le président de la France est, il va dire Emmanuel Macron. Mais la raison de pourquoi il dit Emmanuel Macron, c'est pas parce qu'il a associé président de la France à Emmanuel Macron, c'est juste parce que dans tous les textes qu'il a vus récemment, la suite la plus logique après le président de la France est, c'est le mot Emmanuel et puis le mot Macron. Mais il n'y a pas encore une fois de mémoire réelle. Donc tout ça, ça nous amène au fait qu'il faut instrumentaliser ces modèles pour en faire quelque chose d'utile. Le chatbot, c'est un exemple, et l'autre exemple dont on va vous parler maintenant, c'est le RAG, donc Retrieval Augmented Generation. L'idée, c'est de pouvoir parler en langage naturel avec des documents. Donc dans le cas, par exemple, de documents techniques du genre Confluence, ou nous, nos articles Ouest France, ou on peut imaginer plein de cas d'application, et c'est un truc qui est assez à la hype en ce moment. Donc il y a cette idée d'avoir un moteur de langue, toujours pareil, pour générer le texte qui ressemble à du texte humain. Et puis on a là, en plus, par rapport à un chatbot, une notion de base de documents. Et donc on va aller chercher l'information uniquement dans cette base de documents pour essayer de garantir l'information qui est générée par le moteur de langue. On va essayer de fiabiliser, d'éviter les hallucinations notamment, grâce à ces bases de documents qui, alors elles, pour le coup, on les considère comme complètement fiables, parce que c'est des documents techniques ou des articles que nous on a produits, et donc là, l'information, on considère qu'elle est bonne. Alors un petit exemple sur une foire aux questions, juste pour illustrer tout ce que je viens de raconter. Donc la foire aux questions, de Ouest France, mais n'importe où. Donc on a typiquement les questions-réponses, et donc là on pourrait s'imaginer, je sais pas, moi vouloir poser une question sur les abonnements qu'il y a chez Ouest France. On pourrait soit aller cliquer sur 2-3 boutons histoire de tomber sur la bonne question, ou alors avoir une interaction un peu plus sympathique en lui posant la question juste telle quelle, et espérer que lui nous fasse une espèce de résumé des différentes informations qu'il y a dans la foire aux questions sur notre site. Donc ça ressemblerait à quelque chose de ce genre-là. Quels sont les abonnements disponibles? Et lui, il va aller chercher dans les différentes questions-réponses de la foire aux questions les informations qui pourraient permettre de répondre à cette question humaine. Et il va reformuler ça joliment, histoire que ça représente, ou que ça ressemble à une interaction réelle. On peut s'amuser à rajouter des hyperliens, enfin on peut rendre tout ça un peu plus sexy. Mais l'idée, c'est de parler avec des documents. Alors, il y a pas mal de subtilités en réalité, mais une première qu'on peut noter, c'est qu'on va lui demander de se spécifier seulement sur le domaine, seulement de se baser sur les documents qui lui sont mis à disposition. Donc là, on fait un système de RAG sur une foire aux questions. Il n'a pas à répondre quelque chose sur Macron, par exemple. Donc là, typiquement, que penses-tu de Macron? Eh bien, il va expliquer que, désolé, en tant qu'assistant de Ouest France, je ne suis pas autorisé à donner mon opinion personnelle sur les personnalités politiques ou autre chose. Enfin bref, il va faire une réponse pour s'excuser, pour expliquer que ça ne fait pas partie de son domaine d'application, et en gros que la question elle est hors sujet. Donc ça c'est pareil, c'est quelque chose qu'il faut le forcer à faire. Dans l'absolu, il pourrait générer du texte à foison sur Macron, mais là on va lui demander de faire du texte qui se base seulement sur les documents, et dans la foire aux questions de Ouest France, on ne parle pas de Macron. Donc ça nous amène au RAG. Et je vais essayer d'expliquer ça plutôt en se posant des questions sur les limitations qu'il peut y avoir et vous montrer que c'est un système un peu plus complexe que ce qui peut y en avoir, que ce qui peut avoir l'air. Il y a un tas de questions qu'il faut se poser, qui sont tout à fait abordables, mais qui demandent quand même un peu d'ingénierie pour arriver à un système qui marche bien et qu'on peut mettre vraiment entre la main de personnes. Le gros défaut des modèles de langue, c'est que on a une impression d'interaction directe. Justement, il va écrire un texte qui ressemble à du texte humain, typiquement sur les œufs de chèvre et les œufs de lapin. Si vous ne saviez pas qu'une chèvre, ça fait pas d'œufs, bon, c'était plausible, quoi. Hein. Le texte était bon. Mais on n'a pas cette histoire de fiabilité d'information. Alors, j'ai pris l'exemple d'Harry Potter. J'avais pas cette connaissance, on va dire, pour partir sur Star Wars, je m'en excuse. Mais donc, Harry Potter. Donc là, on va avoir une question. Donc, la question utilisateur. Du genre quels sont les Horcruxes dans lesquels Voldemort a mis son âme. On a une base de documents et la première partie de notre système de RAG, ça va être de réussir à identifier quels morceaux des livres sont pertinents pour répondre à la question posée. Donc est-ce qu'il existe des livres qui parlent de cette question? Et si oui, lesquels? Et donc quels morceaux on va essayer d'utiliser pour répondre ensuite à la question? Donc on isole à partir de ça un contexte, donc là du genre les 2 derniers livres. Et une fois qu'on a réussi à déterminer s'il existait un contexte et de le récupérer, on va pouvoir aller vers un prompt. Ça, c'est quelque chose qui va vous parler aussi. Pour refaire bref, il y a dans un prompt qu'on donne donc un LLM derrière, il y a ce système qui est le message qui décrit un peu comment il doit se comporter de manière générale, la personnalité un peu du modèle. Et dans la partie user, on met réellement le contenu qu'on cherche à produire ou la phrase qu'on cherche à compléter.
Donc là, dans le système, on va lui dire que il est un assistant sur Harry Potter et qu'il n'est pas censé répondre à des questions qui sont hors contexte. Et dans le user, on va lui dire, voici le contexte que moi j'ai identifié en amont, avec un traitement en amont. Donc voilà le contexte, je te redonne la question, et en te servant maintenant uniquement de ce contexte-là, essaie de répondre à la question. Ça, c'est le message qu'on donne au LLM, et il fournit une réponse. Voilà le fonctionnement général d'un RAG. Ça, c'est un schéma un chouille plus technique, c'est pour mettre en évidence une chose, c'est que les ordinateurs ne parlent pas la langue humaine, donc il y a bien un moment où il faut convertir les lettres en 0 et en 1, ou à défaut en vecteurs, par exemple. Donc c'est ce qu'il faut faire pour stocker ces documents. Les documents sont stockés sous forme de vecteurs, donc chaque document, chaque livre d'Harry Potter va être vectorisé, et ce sont ces vecteurs qui représentent la langue, qui représentent l'information présente dans les documents. Donc on a, comme tout à l'heure, une question qui rentre. Cette question, elle va être transformée en vecteur, c'est la représentation utilisée par l'ordinateur. Ce vecteur qui représente la question va être comparé à tout ce qui existe dans la base de documents, et c'est à partir de ça qu'on va essayer d'identifier les documents qui sont les plus pertinents pour essayer de répondre à la question. Et puis donc après, pareil, le prompt, et on envoie tout ça à un LLM qui génère une réponse qui a une bonne tête. Bon, alors une première étape, c'est donc cette histoire de stockage de documents. Comment est-ce qu'on fait pour stocker toute l'information qui est présente dans un livre d'Harry Potter? Si on avait juste un vecteur, par exemple, pour représenter tout le livre, alors je ne sais plus combien de pages, peut-être 500, 700, on va brouiller tout un tas d'informations, on va perdre tous les détails. Alors peut-être qu'on n'en a pas besoin, mais bon, en fonction du cas d'usage, on pourrait avoir envie de savoir la couleur des chaussures d'Harry Potter à tel moment de l'histoire. Donc il va falloir qu'on ait une espèce de découpage du document. Mais bon, maintenant que je dis ça, on le découpe jusqu'à quel point? Est-ce qu'on va découper chaque phrase? Est-ce que c'est chaque phrase qu'on va stocker dans la base, et donc chaque phrase qu'on va représenter par un vecteur? C'est pas si simple non plus, parce que si on a une phrase en plein milieu du livre qui dit quelque chose comme et là d'un coup il s'est battu contre son adversaire, on n'a aucune idée de qui est il, de qui est son adversaire, donc on a complètement perdu le contexte, et donc la représentation de cette phrase-là finalement ne sert plus à grand chose non plus. C'est pas à partir de ça qu'on va pouvoir répondre à une question un peu plus générale. Donc il faut avoir un découpage qui conserve un contexte de l'histoire ou de l'article ou de la foire aux questions. Et en même temps, il ne faut pas avoir un découpage trop grossier parce que sinon on va complètement noyer de l'information un peu plus précise. Donc il y a ce compromis à trouver qui dépendra finalement à chaque fois du type de cas d'usage, du type de document qu'on va utiliser. Donc là, typiquement pour Harry Potter, ça pourrait être de faire un découpage par paragraphe, en s'amusant peut-être à rajouter à chaque fois le titre du chapitre au paragraphe, pour garder un peu aussi une notion de où est-ce qu'on est dans l'histoire. Pour les articles, c'est pareil, on va avoir ce découpage par paragraphe, par question, en s'amusant aussi à rajouter peut-être une notion de contexte, etc., etc. Donc, premier problème, comment est-ce qu'on découpe le document? Ensuite, donc, il y a besoin de le stocker quelque part, et potentiellement, on peut avoir des milliers, millions de documents, et donc il va falloir avoir une recherche pour repérer quels documents sont intéressants ou pertinents pour répondre à la question. Il va falloir les rechercher rapidement. Donc, alors chez Ouest France, on est sur les Elasticsearch, marche très bien pour faire de la recherche vectorielle rapide. Il y aurait plein d'autres solutions. Mais donc l'idée en tous les cas, c'est qu'on puisse rapidement entrer avec un vecteur et choper les quelques vecteurs qui sont les plus proches de celui-là pour avoir donc le contexte intéressant. Et puis on peut aller encore un peu plus loin. Alors nous pour l'instant on s'intéresse qu'au texte, mais dans l'absolu, dans Ouest France, on a plein d'autres médias aussi. Et donc comment est-ce qu'on va s'amuser à parler avec des tableaux, avec des images, avec des vidéos, avec de l'audio? Tout ça, ce sont des documents qui ont des formes différentes. Ma foi, même entre deux textes, on a déjà deux formes différentes. Donc comment est-ce qu'on fait pour gérer plusieurs types de documents dans un seul système de RAG? Bon, ça c'est encore une autre question qu'il faut se poser, et d'autres formes de découpage, de représentation qu'il y aurait à imaginer. Mais ça, Cédric vous en reparlera un peu après. Donc première étape, stocker les documents. Deuxième étape, comment est-ce qu'on comprend qu'est-ce qui est pertinent? Là, il faut voir qu'il y a une différence avec un moteur de recherche, par exemple. Dans Google, lorsque vous tapez quelque chose comme la Coupe du Monde, résultat de la Coupe du Monde la Coupe d'Europe, pardon. Vous attendez à trouver des résultats qui parlent exactement de la même chose. On attend des pages web qui reprennent exactement, grosso modo, la phrase que vous avez mise dans la recherche Google. Dans le cas d'un RAG, on n'attend pas à trouver un texte qui est le même que la question, mais on attend à trouver un texte qui donne suite à la question. C'est une réponse à la question.
Donc c'est un texte qui est pas loin, mais c'est pas vraiment le même texte non plus. Sémantiquement, on a un petit décalage. Si je reprends l'histoire des vecteurs, je ne vais pas en perdre trop avec ça, mais ce sont deux vecteurs qui sont proches, mais qui ne sont pas exactement au même niveau, puisqu'ils ont une information légèrement différente. L'un à la question et l'autre à la suite de la question, la réponse. Donc comment est-ce qu'on fait pour faire ça? C'est pas si trivial. Alors il y a des modèles qui existent, qui associent justement des questions à des réponses, et c'est comme ça qu'on commence à s'en sortir. Mais c'est pas si évident de déterminer ce qui est pertinent pour répondre. Comment est-ce qu'on garantit qu'on a réussi à récupérer tout ce qui était pertinent? Parce que là, dans les livres tout à l'heure, alors on peut avoir une question du genre quelles étaient les couleurs des chaussures d'Harry Potter dans le livre 3? Bon, là, l'information, elle est contenue à un endroit, on a juste besoin de regarder à une page dans le livre. Si maintenant on se pose la question comment a évolué la coupe de cheveux d'Harry Potter entre ses 13 et 15 ans, ou 13 et 17 ans, là, on va avoir besoin de récupérer bien plus de documents pour répondre à cette question. Donc comment est-ce qu'on gère cette variation de la taille de contexte? Pareil, c'est une autre question qu'il faut réussir à résoudre. Comment est-ce qu'on garantit qu'on identifie toutes les parties pertinentes? Parce qu'on va réussir à retrouver des morceaux qui permettent de répondre à la question, mais comment est-ce qu'on garantit qu'on les a tous identifiés? C'est pas si trivial non plus. Et puis enfin, on peut arriver à des questions un peu plus poussées encore, du genre essayer de filtrer les documents, histoire de restreindre la recherche à un sous-ensemble de documents plus contraints. Par exemple, si on a une question là sur Harry Potter, encore une fois, qu'est-ce que Harry Potter a fait entre ses 13 et 15 ans? Le 13-15 ans, c'est une espèce de filtre qu'on pourrait appliquer sur les documents, donc en servant des métadonnées des documents, pour dire qu'on ne garde plus que les livres qui parlent de Harry Potter quand il est entre 13 et 15 ans. Donc comment on fait pour identifier ce filtre-là dans la question de l'utilisateur? Encore une fois, c'est une espèce de brique à avoir en amont de la recherche pour pouvoir appliquer ce genre de filtre. Et donc, troisième étape, on en arrive à la génération de la réponse. Donc ça, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, le prompt. On donne la question, le contexte. Alors là, il y a un peu de prompt engineering à faire, parce que je pense que tout le monde a un peu conscience de ça, mais en fonction de la manière avec laquelle on interroge un modèle de langue, la réponse, elle peut être plus ou moins pertinente. Il y a probablement toujours une bonne manière de lui parler pour avoir la réponse qu'on veut, mais le tout, c'est de la trouver, et ça, c'est pas si facile. Donc il y a un peu d'expérience à avoir sur les prompts. Et puis ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'on laisse malgré tout une espèce de degré de liberté assez important au LLM. Il y a un peu de magie noire encore qui se passe là-dessous. On a essayé de restreindre le contexte pour qu'il soit le plus pertinent possible pour répondre à la question, mais on a certainement encore là-dedans, dans le sous-ensemble de documents qu'on lui donne, dans le contexte qu'on lui donne, on a certainement encore des informations qui sont pas complètement pertinentes, ou qui servent à rien pour créer la réponse. Donc ça, là, on va lui demander finalement au LLM d'avoir cette espèce d'intelligence, de dire qu'il va se servir de telle partie du contexte pour formuler la réponse. Voire même qu'il va ne pas se servir d'un document qu'on lui a donné parce qu'il considère que ça ne permet pas de répondre à la question. Donc ça reste encore une magie noire qu'on aimerait bien dans l'absolu pouvoir contrôler, mais il y a certainement un compromis à trouver entre le LLM et un bon retrieval, c'est comme ça qu'on appelle la récupération du contexte, donc un contexte le plus restreint possible et en même temps en n'ayant rien oublié. Et donc la puissance du LLM qui arrive lui aussi de nouveau un peu à trier ce qui est important. Et donc on va passer à un cas d'application chez Ouest France. Merci Victor. Je vais vous présenter un peu plus ce qu'on fait du coup chez Ouest France en se basant sur cette technologie de RAG. Donc, alors déjà un tout petit focus sur qu'est-ce que Ouest France. Ouest France c'est un quotidien la plupart d'entre vous doivent connaître, mais Ouest France fait partie d'un groupe qui s'appelle le groupe SIPA, qui contient plein d'autres médias, donc des quotidiens, des magazines, des sites web, qui sont présentés là. Et la force de ce groupe-là a été de créer, il y a quelques années maintenant, une base de données finalement de documents unique pour l'ensemble de ces entreprises-là. Donc on va se retrouver avec alors nous on l'appelle la banque de contenu, une banque de contenu avec donc ça c'est des chiffres d'il y a à peu près un mois, donc 47 millions d'articles, 17 millions de pages, 36 millions de photos. Donc tout ça est interrogeable finalement en interne par nos propres services et vont nous servir dans le cadre de nos RAG de base documentaire de référence. Donc là je vais vous présenter vite fait de la plateforme valorisation telle qu'on l'appelle aujourd'hui qui nous permet de mettre en place les fameux RAG. Alors cette plateforme elle se base tout d'abord sur une brique de base de connaissances finalement, donc la fameuse BDC dont je parlais à l'instant, mais également des bases de données ouvertes.
sur laquelle on va venir rajouter des strates qui vont pouvoir être avec lesquelles n'importe quel développeur pourra interagir au sein du groupe. Donc une première base de modèles d'IA, donc qui sera plus réservée aux data scientists et finalement aux développeurs qui touchent un peu à la partie data science. Ensuite, on va avoir une partie API, donc majoritairement en Java, sur lesquels finalement on va proposer à des développeurs un peu moins dans la data d'utiliser des services d'IA, donc typiquement de la classification de documents, de la reconnaissance, etc., de tags. Et ensuite, on va avoir une partie interface graphique tout en haut, qui va nous permettre déjà de démontrer tout ce qu'on a été capable de mettre en œuvre, mais aussi de laisser des métiers qui n'ont vraiment rien à voir avec le domaine de l'informatique, donc typiquement des journalistes, des secrétaires de rédaction, etc., interagir finalement avec des outils qu'on peut leur mettre à disposition. Donc ça peut être finalement de la retranscription d'audio, ce genre de choses-là. Si on rentre un peu plus en détail, d'un point de vue architecture un peu plus informatique, voilà à quoi ressemble cette plateforme valorisation. Donc on retrouve tout en haut la partie GUI dont je vous parlais, qui s'appelle Chorus. Alors pendant cette présentation-là, on ne va pas trop s'y intéresser, on va seulement s'intéresser au sous-module Muse que vous voyez tout à droite. Donc c'est des modules qui sont développés en Vue.js. En dessous, on va avoir une partie proxifiée, donc c'est pareil, c'est une partie, on va dire, de load balancing et puis de sécurisation des communications entre les différentes briques, qui ne va pas nous intéresser dans ce cas-là. Ce qui va vraiment nous intéresser, c'est les deux sous-parties en dessous, donc la partie API et la partie modèle, qui sont vraiment le cœur de cette plateforme valorisation. Donc comme je vous le disais, côté API, on va retrouver plein d'API différentes et disponibles pour nos développeurs. Donc typiquement de la classification, de la recherche sémantique pure, sans parler de RAG. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est les deux parties en pointillé, là, Blocky et Amélie, qui sont nos deux systèmes de RAG qu'on voulait vous présenter aujourd'hui, qui se basent donc sur des API disponibles pour tous les développeurs et sur des modèles d'IA qui sont majoritairement développés par l'équipe de Victor. Donc, on va s'intéresser un peu plus à leur architecture, vraiment, à ces blocs-là. Donc, comme l'a présenté Victor, finalement, un RAG, si on part de manière naïve dans son implémentation, on peut très bien se dire que RAG, Retrieval Augmented Generation, on va partir sur une recherche vectorielle, on va faire une génération de réponses, et on va fournir la réponse à l'utilisateur. Donc ça, on est parti aussi de ce postulat-là, en se disant on fait une implémentation très simpliste dans un premier temps. Et finalement, au fur et à mesure des cas d'usage qu'on a rencontrés dans les deux RAG qu'on souhaite vous présenter, donc Blocky et Amélie, on s'est rapidement rendu compte qu'en fonction des retours utilisateurs, on a été obligé de finalement changer cette architecture basique en quelque chose d'un peu plus complexe pour vraiment répondre aux besoins. Donc typiquement pour Blocky, c'est un assistant documentaire, enfin un assistant sur la documentation technique. Donc c'est comme si vous alliez dans un Confluence ou dans un README d'un projet informatique. On a une phase d'aiguillage, on a deux phases de recherche de documents, mais qui ne sont pas tout à fait identiques. On a deux générations de réponses en fonction du workflow par lequel on est passé, alors que Amélie, finalement, on se retrouve avec toujours une partie aiguillage, mais l'aiguillage est séparé en mène à trois types de recherches différentes, une création de contexte, une génération de réponses. Bon, on voit bien que on est quand même sur deux implémentations qui sont quand même assez divergentes. Donc là, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est surtout de vous parler de Amélie, avec les cas concrets qu'on a rencontrés lors de son implémentation et des retours utilisateurs qu'on a eus, de voir pourquoi finalement on est passé de cette architecture si simple qui aurait été géniale finalement à maintenir et puis à mettre en application sur plein d'autres domaines, à quelque chose de beaucoup plus complexe, à mettre en œuvre, à maintenir et à éviter les non-régressions dessus. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous présenter finalement les problématiques qu'ont rencontrées nos utilisateurs lors des tests sur ces modèles-là, ces modules-là. Donc, les utilisateurs, c'est la rédaction des sports de Ouest France. Donc, c'est des journalistes, essentiellement, qui vont poser des questions à notre assistant dans le but d'obtenir des informations le plus rapidement possible, plutôt que de passer par un moteur de recherche traditionnel interne. Donc là, la première problématique qu'ils ont rencontrée, c'est en tapant ce type de requête, quel est le classement ATP, ils obtenaient finalement une réponse qui ne leur convenait pas du tout. Effectivement, quand on tape ce type de requête, on s'attend non pas à avoir
une réponse textuelle pure, mais vraiment un listing des joueurs, donc des tennisman dans ce cas-là, avec leur position et leur nombre de points. Là, aujourd'hui, juste avec la réponse textuelle, on est capable de deviner que Novak Djokovic est premier, et puis que Yannick Sinner. Alors, j'ai fait la démonstration, enfin, j'ai pris les captures pendant Roland-Garros, et à l'époque, Yannick Sinner était deuxième. Mais on en déduit aussi que Dominic Thiem est 117e. Et on voit bien que finalement, un journaliste ne peut pas utiliser ces informations-là à sa juste valeur parce que incomplète. Donc, pour pallier à ce problème-là, on a mis en place un système d'aiguillage en entrée de notre rag. Donc c'est la couche qu'on voit dessus en vert là. Donc notre aiguilleur, il va permettre d'identifier, à partir de la question utilisateur, il va être capable de router finalement vers le bon module à interroger. Je m'explique, c'est-à-dire que, par exemple, quand vous tapez classement, quel est le classement ATP, il va identifier qu'il y a une action dédiée à gauche, du coup, et exécuter uniquement cette action. Il ne va plus du tout passer par la recherche vectorielle. Et dans ce cas-là, on peut se permettre, du coup, de lui générer vraiment un classement complet. Donc pour ce faire, notre système d'aiguillage est assez simple au final. C'est simplement un appel à un LLM, avec un prompt un peu customisé, donc qu'on voit à droite. Donc ce prompt-là, donc comme l'a dit Victor tout à l'heure, il est toujours séparé en deux, un prompt système et un prompt user, qui au final sont envoyés directement sous la forme d'un même objet au LLM. Dans le prompt système, on va simplement aller lui dire déjà son rôle. Donc voilà, il doit fournir une commande pertinente pour correctement répondre à la question de l'utilisateur. Et on lui fournit finalement toutes les commandes accessibles et exécutables dans notre système, dans notre processus. Donc là, on lui dit qu'il y a par exemple un classement ATP, un classement WTA que vous voyez à gauche. Et on les liste comme ça, en les décrivant bien textuellement pour que finalement le LLM soit capable de comprendre, alors je mets bien des guillemets, mais soit bien capable de comprendre de quoi il en ressort. Et dans le prompt user, on va simplement lui demander quelle serait pour lui la commande la plus adéquate à exécuter. En retour, on récupère simplement l'identifiant de la commande qu'on va pouvoir parser finalement en Java et exécuter la bonne commande pour répondre correctement à la question utilisateur. La deuxième problématique qu'on a rencontrée, c'était plus sur de l'actualité chaude, parce que forcément, qui dit sport dit on aimerait bien avoir les résultats de la veille ou les évolutions au classement, les évolutions dans les différents championnats. Donc la requête un peu classique qui était posée par nos utilisateurs, c'est quelle est l'actualité récente du Stade Rennais. Alors, si vous lisez un peu la réponse, il faut se remettre en contexte, mais la réponse a une temporalité qui est ultra mal maîtrisée. On est sur, en gros, le LLM nous répond que le Stade Rennais devrait affronter l'US Saint-Malo le 22 juillet, mais un tout petit peu plus bas, il est quand même capable de nous mentionner une victoire contre Nice qui a eu lieu en octobre de cette même année-là. Donc déjà, on a un gros bémol sur la réponse textuelle. Et le deuxième gros bémol, qui est assez flagrant ici, donc je rappelle, c'est des exemples qui ont été exécutés grossièrement début juin. On a dans le retrieval des articles qui sont très anciens. Donc pour nos journalistes de sport, c'est absolument pas intéressant de savoir que le Stade Rennais va rencontrer l'US Saint-Malo le 22 juillet 2023 ou qu'un match va avoir lieu entre le Panathinaikos et le Stade Rennais en octobre. Donc là, le but, dans ce cas d'usage-là, ça a été d'essayer de resserrer finalement notre retrieval et de rajouter une nouvelle briquette en dessous de notre aiguillage qu'on a vu tout à l'heure, une briquette qu'on a appelée augmentation de requête, qui, bon, c'est pas ultra parlant comme ça, mais l'objectif, c'est à partir d'une requête utilisateur d'être capable d'en déceler des filtres possibles applicables à nos recherches sur nos Elasticsearch. Donc là, typiquement, ce qu'on cherche à avoir, c'est lorsqu'on a quelle est l'actualité du Stade Rennais, on s'attend à ce que notre LLM, en lui posant cette question, enfin, en lui envoyant ce prompt-là, qui nous réponde finalement, fais une recherche de telle date à telle date, tu devrais trouver ta réponse. Alors pour le faire, on repart un peu dans cette même optique que le précédent prompt que je vous ai montré, c'est qu'on va aller lui redéfinir son rôle. Donc ton rôle est de donner une plage de dates pour retrouver un article contenant des informations relatives à la question. Et c'est surtout qu'on va lui donner des conditions à respecter dans sa réponse.
Donc là, par exemple, les conditions qu'on a mis, c'est déjà de lui définir une plage de date minimale à appliquer. Donc là, on est parti sur 1 semaine. Et la chose vraiment très importante, c'est plutôt du coup le troisième point. Un exemple de réponse. On lui fournit finalement un exemple de réponse pour que ce dernier s'inspire de notre exemple pour nous générer la réponse que nous on attend. Donc là, typiquement, on lui met un exemple de réponse pour une question donnée, donc qui est Camille Lacour, avec du coup le format JSON qu'on attend en sortie. Comme ça, nous, côté Java, après, on peut juste faire un parsing assez simple de la string générée et récupérer les datas pour les envoyer directement à notre OS pour le questionner. Autre chose importante, c'est que pour que tout ce système fonctionne, il faut que le LLM soit quand même, alors c'est pareil, je continue de mettre des guillemets, mais au courant de la date du jour. Donc on va aller lui préciser dans le prompt user la date du jour. Donc là, j'ai mis la date d'aujourd'hui ou de demain, mais pour que ce dernier soit capable finalement de prédire, enfin d'estimer une plage horaire à partir de cette date-là. Et la troisième problématique qu'on a rencontrée, enfin qu'on souhaite vous présenter aujourd'hui, parce qu'on en a rencontré d'autres, c'est que lorsqu'on posait des questions sur des personnalités du monde sportif, on n'était pas capable de retrouver de générer des résultats intéressants. Donc, par exemple, le cas de la question qui est Léon Marchand, on a déjà un retrieval qui est extrêmement mauvais. On a des articles qui ne parlent pas du tout de Léon Marchand, qui est Jacques Vabre, qui est Fabrizio Corona. Alors ça peut s'expliquer parce que finalement la question a très peu de contexte, comme on l'a vu tout à l'heure avec Victor. Il y a une notion quand même il faut en dire suffisamment mais pas trop pour qu'on retrouve finalement nos petits facilement. Donc là, typiquement, on n'a pas assez de contexte pour retrouver des choses vraiment pertinentes lorsqu'on fait notre recherche vectorielle. Et du coup, l'association, elle se fait plus sur les termes un peu vides, creux de la question. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec des articles qui sont qui était ou qui est Fabrizio Corona, parce que finalement, on se rapproche de qui est Léon Marchand. Et vu que le retrieval est très mauvais, la génération derrière est chaos complètement. On a notre LLM nous répond complètement qu'il a trouvé zéro information sur Léon Marchand. Et la solution qu'on a trouvée, nous, pour répondre finalement à cette problématique-là, c'est de passer par d'autres briques qu'on avait déjà chez nous, chez Ouest France, qui est un système d'identification d'entités nommées. Donc le principe est assez simple, c'était à partir d'une string, d'une suite de caractères, d'aller identifier des termes qui peuvent représenter des personnes, des sociétés, des départements, etc. Et à ce libellé-là, donc à Léon Marchand, d'y associer l'identifiant technique qui nous permettrait de trouver dans notre base documentaire les articles, enfin les documents parlant de cette personne-là ou cette entité-là. Du coup, une fois qu'on a fait cette phase de recherche d'entité, qu'on voit dans la briquette à gauche, on fait une simple recherche d'articles assez classique finalement en mode requêtage ES standard. Donc là j'ai mis du pseudo SQL pour juste représenter ce que ça pourrait donner, mais c'est comme si on faisait un select étoile where from article where tag est égal à sport, histoire de limiter quand même à... Là on arrive à 400 000 articles, ça fait quand même un beau paquet, mais on n'est pas sur les 47 millions. Et personne.name est égal à Léon Marchand. Donc là on récupère tous les articles de Léon Marchand. Alors il y a un autre filtre qui vient par-dessus qui permet juste de filtrer par date, histoire de récupérer les articles les plus récents pour qu'on ait finalement des résultats les plus probants. Et à la toute fin, vous voyez que finalement on va merger ces deux recherches qui ont été exécutées en parallèle pour créer le fameux contexte dont on a parlé tout à l'heure. Donc là le merge pour le moment est très simpliste, c'est-à-dire que on va se dire que si on a trouvé un article dans les deux recherches, c'est-à-dire qu'il a beaucoup de valeur, donc on va forcément le mettre dans le contexte, et après on vient juste mettre un article de chaque recherche un à un dans le contexte pour venir le remplir et espérer qu'on ait trouvé ce qu'il nous fallait pour répondre à la question utilisateur. Donc maintenant, si on refait un focus sur d'où on est parti et où on est arrivé, finalement on est parti d'une structure comme celle-ci, très basique, avec deux seules briques, qui permettait de répondre à une question utilisateur, une recherche vectorielle suivie de la génération. Et voilà le schéma complet de ce qu'on vient de vous présenter, avec les différentes étapes. Finalement, on arrive à une structure qui est beaucoup plus complexe, avec non plus 2 mais 4 briques. Une brique de before retrieval qu'on a nommée comme ça pour tout ce qui est système d'aiguillage et documentation de requêtes.
On a plusieurs briques de recherche différentes en fonction des cas, enfin des questions que les utilisateurs ont pu nous poser, des typologies de questions. On a une phase d'augmentation un peu plus poussée où on réalise un merge de nos différents documents pour mettre en contexte. Et la phase de génération. Je ne suis pas trop revenu dessus, mais grossièrement, comme l'a dit Victor tout à l'heure, il y a une grosse phase de promptologie à l'intérieur de cette briquette-là qu'on n'a pas forcément explicitée, mais qui a eu lieu malgré tout. Maintenant, je vais vous proposer une petite démo. Alors, juste pour illustrer mes propos, on a décidé de faire une vidéo. Alors, c'est pareil, elle a été captée il y a... C'était début juin, quand on a commencé à préparer la présentation. Et donc ce qu'on va vous présenter, c'est vraiment VLC et KO, mais ce qu'on va vous présenter, du coup, c'est l'interface Muse, dans lequel nos utilisateurs peuvent évoluer et discuter finalement avec des assistants. Donc, c'est pas forcément que des assistants comme on vous a présenté là, qui sont finalement experts, donc des assistants documentaires ou des assistants sur des articles de sport. Mais on peut aussi discuter avec... voilà, c'est parti. Il lui faut juste un peu de temps. Je mets juste pause. Voilà. Donc ça, c'est l'interface de Muse. Donc comme je disais, on n'a pas forcément que des assistants experts. Là, on va se concentrer sur Amélie parce que c'est celui qu'on a vu au cours de cette présentation-là. Mais cette interface, via le bouton Nouvelle session, permet aux utilisateurs de discuter par exemple avec des GPT 3.5, des GPT 4, des Llama 2, des Llama 3, enfin des modèles de langue finalement. Et on a aussi effectivement notre base d'assistants experts. Donc là, ce qu'on va démontrer, c'est, voilà, je commence à taper la question, quels sont les prochains événements sportifs? On va voir ce qui se passe. Donc là, si je mets pause, si vous vous souvenez bien du cheminement, du workflow qu'on a vu jusqu'à présent, donc on pose la question, on va arriver dans le système d'aiguillage. Là, au niveau du système d'aiguillage, on va retrouver les différentes actions que vous voyez tout en bas là, de l'interface, les petits prochains événements, classement ATP, classement WTA. Ça représente nos actions, nos recherches un peu spécifiques qu'on a identifiées dans des cas vraiment voulus par la rédaction des sports. Donc là, ce qui se passe quand on tape « Quels sont les prochains événements sportifs ?», on va passer par l'aiguillage. Il va détecter finalement qu'on avait une action « Prochains événements » qui pouvait coller finalement pour répondre à la question utilisateur. Et on va générer cette liste d'événements, donc comme j'ai dit, qui n'est pas forcément à jour au jour d'aujourd'hui, mais qui va permettre finalement à la rédaction des sports de savoir, en tout cas pour les événements de tennis, de Formule 1 et de cyclisme, qu'est-ce qu'il y a à venir dans les 15 prochains jours. Le second exemple qu'on va taper, c'est quel est le classement des pilotes de Formule 1, s'il veut bien taper. Voilà. Donc là, c'est pareil, on va se poser la même question, par où il va passer. Donc il passe toujours par l'aiguillage. On voit qu'il y a une petite action classement équipe de F1 pilote de F1 qui existe, donc on s'attend à ce que ça passe par là, au niveau de l'aiguillage. Et ça va directement exécuter la requête. Donc grossièrement, ce qui se passe derrière, c'est juste une requête en base de données, et on génère un texte HTML qui est facilement exportable pour nos journalistes, et pour qu'ils puissent finalement aller directement publier ça sur nos pages, les pages du site le plus rapidement possible. Le troisième exemple, c'est quels sont les principaux pilotes de WRC engagés cette saison. Donc si on reprend le schéma, toujours de la même manière, aiguillage, on voit qu'il n'y a pas d'action, donc on squeeze la partie recherche à gauche. On va aller directement dans le bloc d'augmentation de requête. L'augmentation de requête va se dire, bon, cette saison en WRC, c'est à peu près 1 an à partir de la date de la question. Donc on va élargir notre recherche. On va passer par la recherche sémantique et la recherche par entité. Entité, on n'en a pas, donc elle sera KO. On fait juste de la recherche sémantique. On récupère au moins cet article-là, qu'on envoie au LLM et qui nous répond les principaux pilotes engagés cette saison, d'après l'article fourni. Sont l'Estonien Ott Tänak, le Belge Thierry Neuville et le Gallois Elfyn Evans. Et Sébastien Ogier, mais qui n'est pas engagé à plein temps. Donc là, on est vraiment capable de fournir une réponse intéressante finalement pour un journaliste sportif pas forcément expert dans le domaine de la WRC, mais qui aura quand même quelques clés supplémentaires pour au moins commencer ses papiers.
Le quatrième question qu'on va poser, ça va être par rapport aux entités nommées. On va demander qui est, je m'en souviens jamais de son nom, Mathieu Pavon. On a le même cheminement, on passe par l'aiguillage. On passe par l'augmentation de requêtes parce qu'on voit bien que l'aiguillage ne donnera rien. Mathieu Pavon étant une personne, enfin le LLM en déduira ça, on peut prendre une plage de date de recherche qui va être assez importante. On va passer après dans les deux recherches distinctes, donc la recherche par entité nommée et la recherche par la recherche sémantique. Là, cette fois-ci, la recherche par entité nommée va nous donner quelque chose, parce qu'on a détecté que Mathieu Pavon était un sportif connu dans notre base de données. On va récupérer les articles et on va réussir à générer ce type de réponse. Donc que Mathieu Pavon est un golfeur professionnel français et qui va participer, alors au moment où j'ai enregistré la vidéo, à un événement à Dublin. Alors ce qui est assez formidable, c'est que même en faisant de la recherche classique par mots-clés, un article tel que celui qu'on a fourni à notre LLM, intuitivement, on ne se demande pas qu'il pourrait nous apporter finalement une information à notre question. Et c'est là toute la force finalement des LLM. Et la dernière question qu'on va poser, ça va être sur de l'actualité chaude au moment où j'ai enregistré la vidéo, donc sur Roland Garros. On va lui demander quels étaient les derniers résultats, je crois, des matchs à Roland Garros. Donc là, c'est pareil. La seule différence qui va se passer avec la précédente requête, c'est que on va se retrouver finalement avec une recherche par entité qui va être KO. D'abord, on va avoir un filtre de date qui va être très restreint, une recherche par entité qui va être KO, et on va retrouver des articles assez récents sur Roland Garros et les potentiels résultats qu'il y a eu la veille. Donc là, je voulais pas préciser, mais cette vidéo-là, elle est en temps réel. Enfin, juste au moment où je m'épose, quoi. Et donc, voilà, on obtient cette réponse-là. Une réponse qui dit que finalement, d'après les deux articles du 5 juin, Yannick Sinner aurait gagné son quart de finale contre Grégor Dimitrov, avec le résultat. Et on sait aussi que Manuel Guignard et Grégoire Jacques vont jouer, du coup, ça devait être le 5 au matin, 5 à 8h43, donc ils devaient jouer ce jour-là. Donc voilà ce que ça peut donner. Alors, on a un peu de temps, on peut vous proposer, cette fois-ci, non pas de faire une vidéo, mais de passer par l'interface réelle de Muse. Si vous avez une question sur le sport, l'un d'entre vous qui souhaite la poser, on peut tenter de l'exécuter dans notre interface. Alors, je ne sais pas si quelqu'un veut se lancer. Alors tout en haut. Allez, on va lui taper ça. Ouais, j'ai fait une petite faute de frappe. On va voir s'il le prend. Ouais. Il va pas en tenir compte normalement. Non, il est trop fort. Le gars, c'est malin pour ça. Donc là, par exemple, c'est une question qu'on a posée hier. Quel va être le futur champion de Formule 1 ? Bon, il s'est pas trop mouillé, mais il s'est pas trop mal débrouillé non plus. Donc à partir des articles qu'il a détectés, bon, voilà, je reviens dessus. Ah bah là, par exemple, il s'est un peu planté. Football, ça sera du cyclisme cette fois-ci. Donc, c'est aussi pour vous montrer que c'est des systèmes qui sont pas non plus encore complètement robustes, quoi. On est encore sur de l'affinage un peu tout le temps. Et on le présentera un peu plus en détail pendant les questions, peut-être. Bien sûr. Puis ce dont il faut bien se rappeler, c'est que ça reste une IA. Par définition, c'est un modèle mathématique qui est probabiliste, donc imparfait. Donc c'est un très beau rôle pour un assistant, pour aider à générer un texte, fournir des idées, rechercher de l'information. Mais on ne peut pas en attendre une fiabilité à 100%. D'où aussi la difficulté d'industrialiser ça plus profondément. En conclusion, est-ce qu'on peut discuter avec des articles de journaux, puisque c'était notre question de départ? Ben oui. Alors je pense que ça, on a quand même réussi à correctement le montrer. Et puis donc il y a plein d'autres cas d'application qui seraient intéressants, comme donc des documents techniques, par exemple, pour une entreprise. Au lieu d'aller chercher dans les fins fonds des documents Confluence qu'on a, et juste de pouvoir taper la question en langage naturel, et puis d'obtenir comme ça une réponse sur quelques informations qu'on recherchait dans le document. Donc ça, c'est un cas parmi tant d'autres. Et d'ailleurs, il y a plein d'entreprises qui s'intéressent au RAG aujourd'hui.
Mais il faut bien avoir conscience quand même qu'il y a des limitations et qu'il faut de l'ingénierie un peu pour réussir à avoir un système qui est fiable ou presque, comme on a pu le voir. La première chose, c'est donc cette histoire de, en fonction du type de document, alors si en plus on commence à faire de l'audio, des images, et si on commence à diversifier les nombres de médias, c'est encore plus compliqué. Mais déjà juste sur 2 textes différents, entre une foire à questions et un livre et un article de journal, eh bien on a un traitement différent à imaginer. Donc il y a une intelligence humaine pour le coup à trouver pour mettre en place un système de RAG sur différents documents. Comme on l'a vu dans le schéma tout à l'heure, on a différentes manières de rechercher. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose qu'il va falloir un peu imaginer. Alors, il y a des trucs qui seront réutilisables pour plein de documents différents, mais en fonction du problème auquel on s'intéresse, il y a une réflexion à avoir sur quelle est la manière la plus maligne d'aller rechercher de l'information pertinente. On a cette idée de pré-traitement de la requête, donc être capable d'identifier un filtre de date, par exemple. Ça, c'est un travail pareil qu'il va falloir faire en fonction du cas d'usage. Et puis de post-traitement, d'être capable d'identifier ce qui est hors contexte, ou de reformuler, ou d'avoir une espèce d'approximation dans la réponse fournie. Enfin bref, tout un tas de manières de formuler la question telle que l'utilisateur final voudrait l'avoir. Ça c'est pareil, c'est au cas par cas, il va falloir avoir un traitement là-dessus. Rajouter des métadonnées. Alors là, avoir par exemple les images des articles, ça c'est une espèce de métadonnées qui sont aussi renvoyées par la recherche qu'on fait. Mettre un lien vers d'autres articles, enfin bref. Il y a plein de choses qu'on peut imaginer et donc qui demandent un traitement particulier pour un cas d'usage donné. Et puis donc cette histoire de promptologie, malgré tout, il faut un peu passer par là, trouver les bonnes manières d'interroger ces gros modèles. Et donc pour aller un peu plus loin, on peut imaginer bien sûr un méta-RAG qui serait grosso modo quelque chose qui rassemblerait plein de RAG, qui permettrait de faire de la recherche sur plein de documents différents, sur plein de sujets différents. Ça c'est quelque chose qui semble tout à fait atteignable et qu'on commence déjà à traiter chez West France. Donc, comme je disais tout à l'heure, alors se baser sur des bases de données internes, des images, du texte, d'autres choses, mais on pourrait aussi aller taper sur Internet, sur Wikidata, sur finalement où on veut, tant que c'est un document et qu'on arrive à trouver une manière de rechercher quelque chose dans ces documents, on peut créer un système autour de ça. Et puis, ce qui serait assez chouette, et ça c'est pareil, il existe quelques méthodes qui pourraient permettre de faire ça, ces histoires de pré-traitement et post-traitement, d'arriver à les automatiser un peu, parce que ça reste quand même un peu une forme de bricolage à faire en fonction du cas d'usage qu'on a. Donc voilà pour la conclusion de cette présentation. Ouvert à tout type de questions. Il reste 2 minutes. Merci. Merci. Bonjour, merci pour la présentation, c'était clair et très intéressant. J'avais 2 questions. Une première question, c'était de savoir comment vous évaluez les réponses que vous générez. Ouais, ça c'est un sujet. Alors il y a 2 aspects, il y a l'aspect retrieval et évidemment génération de texte. Et la deuxième question, c'est comme vous faites pas mal de prompts, j'ai l'impression, enfin au moins 2, peut-être 3, je suis pas sûr. C'est quel est le coût d'une requête au final pour le coût d'une requête avec tous les appels que vous faites. Merci. Alors la première question, j'ai déjà oublié. L'évaluation. Ah oui, bien sûr, l'évaluation, pardon. Alors l'évaluation, l'évaluation du retrieval, ça peut se faire à partir de bases de données qui ont déjà été annotées. Donc grosso modo avoir une question, avoir l'identification d'un passage dans un texte et reprendre ces jeux d'essai pour évaluer la pertinence d'un modèle que nous on met en place, pour voir s'il arrive à faire aussi bien que ce qu'on espère qu'il fasse. Et donc là, on se base sur une donnée annotée par un humain à la base. Et on n'a pas trop le choix, finalement, il faut passer par un truc comme ça. Ou alors, il faut se générer un corpus à partir d'un autre modèle. Donc là, on rentre dans une espèce de truc un peu vicieux, puisque c'est un système qui se mord la queue. Mais n'empêche que c'est quand même comme ça que la plupart des gens font aujourd'hui, de se générer un corpus, donc un corpus avec une question et une réponse, et d'aller de nouveau évaluer la capacité de retrouver la réponse parmi un ensemble de plein de réponses d'un système de retrieval que nous on met en place. Pour la génération de la réponse, là c'est un peu plus touchy, c'est toute la beauté et la complexité de la langue. Il n'y a pas de manière de chiffrer réellement la chose. À quel point est-ce qu'une réponse est bonne? On peut avoir 2 bonnes réponses pour une même question finalement. Donc c'est pas vraiment facile de dire qu'une réponse est complètement bonne ou complètement fausse. La manière la plus simple, c'est de prendre un jeu d'utilisateurs, donc dans notre cas la rédaction des sports par exemple, et de leur dire grosso modo de mettre un pouce vers le haut sur un message ou un pouce vers le bas, et puis de se servir de ces retours-là pour voir si on est dans les clous par rapport à ce que les utilisateurs attendent. Mais c'est un retour utilisateur, c'est pas une évaluation statistique plus forte que ça.
Et pour l'histoire des coûts, aujourd'hui, on ne calcule pas trop cette donnée-là. On sait combien d'appels on fait, mais on n'estime pas encore le coût réel de chaque appel. Donc là, vous l'avez bien vu, hein, on a de l'appel. Alors, on essaie de faire un maximum d'appels sur des LLM qui sont déployés chez nous en in-premise, donc qui ont un coût juste de maintenance et pas un coût d'appel. Donc tout ce qui est un peu pré-traitement, on tente de le faire. Tout ce qui est vraiment génération de messages, on reste pour le moment sur du GPT. Là, on est plutôt sur du GPT-4, mais des fois, on a plusieurs fois des requêtes à GPT-4 pour aller résumer des articles pour que ça puisse rentrer dans le contexte et refaire la boucle. Donc non, pour le moment, comme l'usage n'est pas encore extrêmement développé, on est sur grossièrement une dizaine de journalistes de sport qui utilisent vraiment au quotidien cet assistant-là. On n'en est pas encore à estimer vraiment ce coût-là. Mais je pense que oui, c'est une requête. Finalement, une requête utilisateur amène X requêtes LLM. Ouais. Je suis désolée d'interrompre la session questions-réponses. Le temps va être écoulé. Si vous voulez poser d'autres questions à nos intervenants, vous pouvez aussi aller les chercher une fois qu'on sera sorti de la salle. Merci.